Franchement les amis, je vais pas vous mentir, ce qu'on vient de vivre sur ce match, c'est une immense prise de conscience, un signal d'alarme monumental qu'il faut tirer d'urgence. Installez-vous confortablement, attachez-vous bien parce qu'on a énormément de choses à se dire ce soir. J'étais debout dans mon salon et le constat est clair, net, précis. Dans cette équipe du Maroc, on a un 11 de départ qui est incroyable, on a vraiment un 11 de qualité les gars, mais on n'a pas de banc, on n'a absolument pas de banc. À part au milieu de terrain où il y a un peu de répondants, c'est très très faible au niveau des remplaçants. On l'a vu de manière flagrante dans ce match. Quand on compare la première mi-temps et la deuxième mi-temps, c'était le jour et la nuit les frères. Le jour avant qu'on rentre dans le décryptage tactique de ce naufrage des remplaçants. Faites monter les pouces bleus, lâchez le petit pouce bleu de la force pour le référencement. Ça aide énormément la communauté. Au-delà du score ou du contenu, il y a un point noir énorme. Une catastrophe qui me rend malade ce soir. C'est la blessure d'Abdé, les gars. Pour Maouroub, je ne pourrais pas me prononcer parce qu'on n'a pas réellement vu ce qu'il a eu. On a entendu plusieurs versions. Mais pour Abdé, je vous le dis les frères, je suis très très inquiet. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? C'est qu'il s'est blessé tout seul, sans aucun contact, sans aucun coup. Vous savez comment c'est? Quand tu prends un coup, tu sors, tu te mets au repos, c'est juste une gêne sur le moment et ça ne veut pas dire que tu as une grosse blessure derrière. Mais là, il se blesse tout seul, il se tenait le genou et le staff médical a mis du spray directement au niveau de l'intérieur du genou. Et à cet endroit-là, les gars, il n'y a pas de muscles, il y a des ligaments et surtout le ligament latéral interne. C'est ça qui me fait flipper. J'espère de tout mon cœur qu'il n'y a pas d'entorse du ligament latéral interne. Parce que même si Abdé n'est pas parfait, même si sa finition sur ce match était désastreuse et catastrophique, notamment sur cette situation en or où Saïbari le sert magnifiquement, ou sur cette passe magique de Brahim Diaz qui ne m'arrive même pas à cadrer, son travail sans ballon est indispensable. Son volume défensif, sa capacité à peser sur les latéraux adverses, à récupérer les ballons, et le fait que c'est lui qui est à l'origine de la passe sur le but de Brahim Diaz, font qu'il va manquer énormément s'il est arrêté. C'est un coup de massue terrible pour notre animation offensive à l'aube de la compétition. Bon, parlons-en de cette première mi-temps et du plan de jeu global parce que là les amis, on entre dans le vif du sujet tactique et on a vu des choses tout simplement exceptionnelles. Franchement, je vais pas vous mentir, dans l'animation offensive, c'était exactement ce qu'on voulait voir, ce qu'on réclamait depuis des années. Les combinaisons, les circuits de balles, les 1-2 dévastateurs, tout y était. La connexion entre Brahim Diaz et Abdé, la relation technique entre Brahim et Achraf Hakimi, c'était un régal absolu pour les yeux. Depuis le temps que je reprochais à cette équipe son manque de prise de risque et son absence de verticalité, là, on a été servi. Vous vous rendez compte, en seulement 4 matchs, 4 petits matchs de préparation sous la houlette de Mohamed Wabi, on a vu beaucoup plus de propositions et d'idées offensives que ce qu'on a pu observer auparavant pendant près de 4 ans. C'est la stricte vérité, les gars. Sur l'aspect purement offensif, la patte tactique du coach est beaucoup plus palpable, beaucoup plus visible et infiniment plus dangereuse pour les blocs adverses. Les milieux offensifs qui s'excentrent intelligemment pour aller apporter un surnombre déstabilisant sur l'aile, les ressorties de balles ultra propres depuis l'arrière, les projections tranchantes de nos milieux dans la surface de réparation adverse et ces renversements de jeu magnifiques. C'est ça la force de cette animation, cette capacité sur les contre-attaques à ne pas foncer tête baissée comme des aveugles sans réfléchir, mais au contraire à attirer plusieurs joueurs sur le porteur pour ensuite renverser magnifiquement de l'autre côté et créer un danger de fou furieux. On reprenait enfin du plaisir à regarder cette équipe nationale jouer au football. Et face à une bonne opposition comme la Norvège, s'il vous plaît, ce n'est pas comme le match précédent où certains me disaient que c'était que le Madagascar. Là, il y avait du répondant en face et pourtant, collectivement, le bloc bougeait bien, le ballon circulait et les intentions étaient claires. Mais le problème, c'est que cette démonstration collective n'a duré qu'un temps et dès que les titulaires ont commencé à fléchir ou à sortir, toute cette belle mécanique s'est totalement enrayée. On a vu les limites de notre structure et à quel point le plan de jeu initial dépendait uniquement de la présence de nos cadres sur la pelouse. Dès que l'intensité a baissé d'un cran, les connexions se sont rompues. Mais les amis, accrochez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de ce débrief, le moment où tout a basculé et où les masques sont tombés. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est là que le cri d'alarme prend tout son sens. Autant la première mi-temps était bandante avec nos titulaires, autant la suite a mis en lumière un problème de profondeur d'effectif qui me fait flipper pour la Coupe du Monde. On n'a pas de banc, les gars, c'est aussi simple que ça. À part au milieu de terrain où on a de la ressource, le niveau des remplaçants est d'une faiblesse abyssale. Quand tu vois l'entrée de Raimi à la place d'Abdé
Abdé, tu sens tout de suite qu'on régresse énormément en termes de qualité. Et pourtant, Abdé n'a pas fait un grand match, mais l'écart est flagrant. Pareil pour Meimoni qui remplace Brahim Diaz, c'était tout simplement catastrophique les frères. C'est un joueur qui travaille beaucoup, qui fait des efforts, il n'y a pas de problème là-dessus, mais balle au pied, c'était d'une lourdeur incroyable, du déchet technique à toutes les lignes, des pertes de balles à répétition et des prises de décision complètement lunaires. Tu ne peux pas prétendre aller loin dans un mondial si ton banc fait chuter le niveau de l'équipe à ce point. Et parlons-en du cas Saibari en position de numéro 9, parce que là, je vous le dis honnêtement, je n'ai toujours pas la vision. Je ne comprends absolument pas ce choix tactique du coach. Alors oui, certains vont me sortir qu'il a mis un doublé contre le Madagascar lors du dernier match, mais regardons les faits. Sur son doublé, le premier but vient sur un coup de pied arrêté, donc ton poste sur le terrain n'a aucune importance. Son deuxième but arrive après une récupération haute sur un contrôle raté d'un défenseur malgache. Là non plus, son positionnement en 9 n'apporte rien, puisque même un numéro 10 peut aller presser de la même manière. La réalité, les gars, c'est que balle au pied et dans le jeu sans ballon, c'est super compliqué pour Saibari à ce poste. Dès qu'il vient décrocher dans la densité au milieu de terrain, il est perdu. Face aux deux défenseurs centraux de la Norvège, il s'est fait totalement éteindre. Dès qu'on essaye de jouer de longs ballons sur lui pour dégager notre camp, il est beaucoup trop léger physiquement pour s'imposer dans les duels, pour peser sur l'arrière-garde adverse et garder le ballon pour faire remonter le bloc. On a un besoin vital d'un profil capable de faire des contre-poitrines orientées et de conserver le cuir sous la pression. Et ce positionnement de Saibari est un non-sens total qui nous prive d'un vrai point d'ancrage. C'est un point noir énorme qu'il faut corriger de toute urgence. Bon, parlons-en de cette deuxième mi-temps, les gars, parce que c'est là que le piège s'est refermé et qu'on a vu les limites de notre profondeur de banc. Franchement, je vais pas vous mentir, dès que la diversité et l'intensité sont montées d'un cran en face, ça a commencé à devenir super compliqué. Et on est obligé de cibler la faille tactique majeure et les responsabilités individuelles. Pour moi, les amis, la responsabilité du but de l'égalisation de la Norvège, elle est en grande partie liée à Sofiane Amrabat. Je suis désolé, c'est la vérité, les frères, c'est la stricte vérité. Quand on regarde l'action du début à la fin, Martin Odegaard, qui est l'un des principaux dangers de cette équipe norvégienne, se retrouve absolument tout seul. Le mec a largement le temps de se proposer, de se projeter tranquillement dans la surface pour demander le ballon. Et pendant ce temps-là, Amrabat, il est là, il tient qui, il fait quoi ? Personne ne sait. Son travail dans ce système, c'est justement d'être là pour assurer la sécurité de cette zone cruciale entre notre défense et leur milieu, pour gérer les milieux de terrain adverses et fermer les lignes de passe. Et là, c'était un abandon total de sa zone. En plus de ça, il y a eu des pertes de balles évitables au milieu de terrain. Amrabat m'avait énormément apporté de satisfaction contre le Madagascar, mais là, dès que le niveau s'élève, on voit que c'est en dessous. Pour être titulaire indiscutable au milieu dans cette équipe du Maroc, tu ne dois pas faire un match correct, tu dois faire un match excellent. Pareil pour El Khanous qui fait une entrée beaucoup trop légère. Il nous fait une perte de balle super dangereuse qui donne immédiatement l'occasion de la Norvège juste après leur but et il est constamment en retard et trop tendre dans les duels physiques. Heureusement, au milieu de ce marasme de la seconde période, il y a eu un joueur qui m'a fait sauter de ma chaise. Les gars, vous êtes sûrs qu'il a 18 ans ? Vous êtes vraiment sûrs qu'il a 18 ans ? Ce qu'Ayoub Boadi a été capable de faire, ce qu'il t'a apporté dans ce match, c'est tout simplement exceptionnel. Pas forcément dans l'apport offensif, mais dans le travail défensif pur. Cette interception qu'il nous sort, ça m'a juste choqué. On parle d'un gamin de 18 ans. On aurait pu lui reprocher d'être un peu léger dans les duels face aux gabarits norvégiens, mais une fois qu'il est rentré dans son match, il était injouable. Injouable, les gars. Son intelligence de jeu est impressionnante. Je vous jure, c'est impressionnant. Sur cette passe norvégienne après une perte de balle de Saibari, Boadi sent le coup à l'avance. Il était positionné ailleurs, mais au moment où la passe se déclenche, il vient couper la trajectoire avec un sens du placement et de l'anticipation qu'on acquiert normalement après des années d'expérience. C'est extraordinaire. Le trio au milieu se dessine clairement avec El Azouzi, Ounahi et Boadi pour la suite, car la hiérarchie vient totalement de basculer. Honnêtement, les gars, on arrive au bout de cette analyse et je vais pas vous mentir, le sentiment qui domine ce soir, c'est que cette rencontre nous laisse énormément d'enseignements majeurs pour la suite des événements. Qu'est-ce qu'on retient
en finale. On retient que la patte tactique commence enfin à se faire sentir de manière claire, nette et ultra précise. Ces combinaisons fluides entre les latéraux et les ailiers, ces ressorties de balles propres depuis l'arrière, ces milieux de terrain offensifs qui s'excentrent pour apporter un surnombre déstabilisant sur l'aile et surtout ces renversements de jeu magnifiques pour projeter les milieux de terrain dans la surface adverse, c'est exactement ce qu'on demandait. Je vous le dis haut et fort les frères, si on fait une comparaison directe pour que ce soit bien clair entre tout le monde, je suis persuadé à 1000% que Walid Regragui n'aurait jamais pris le risque de mettre un gamin comme Ayoub Bouhaddi titulaire pour une telle échéance. Il ne l'aurait jamais aligné d'entrée pour la Coupe du Monde, c'est clair et net. Et c'est là qu'il faut saluer la grosse prise de risque et la vision de Mohamed Wabi. En seulement 4 matchs avec lui dans l'animation offensive, on a vu beaucoup plus d'idées, de créativité et de danger que ce qu'on a pu observer auparavant pendant près de 4 ans. C'est la stricte vérité historique de ce qu'on voit sur le terrain. Alors oui, tout n'est pas parfait, loin de là. On a des gros chantiers à régler en urgence, notamment ce manque de profondeur de banc criant qui fait chuter notre niveau dès que les titulaires soufflent et cette incompréhension tactique persistante autour du positionnement de Saibari en numéro 9 qui nous prive d'un vrai point d'ancrage physique. Mais rien que pour le plaisir retrouvé dans le jeu, rien que pour cette animation offensive vibrante qu'on a subie positivement en première mi-temps, on peut dire que le travail avance. Bref les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Est-ce que vous êtes d'accord avec mon trio indiscutable au milieu de terrain? Venez me donner vos arguments si vous croyez encore à d'autres options. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochains débriefs. Activez la cloche de notification pour être averti dès que ça sort et lâchez le gros pouce bleu de la force pour le référencement. Ça aide énormément la communauté à grandir. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo d'analyse. Prenez soin de vous les gars. Yeah!